j'invite Christian Autain, conservateur en chef du patrimoine, directeur des études et de la recherche de l'Institut national du patrimoine, qui a aussi été chef de la mission du patrimoine ethnologique et ancien conservateur aux archives nationales du monde du travail. Archiviste et paléographe, il va nous parler de faire parler le patrimoine à sa place, du détenteur au conservateur via le créateur. Monsieur. Bonjour. J'étais assez peu paléographe, il faut bien être honnête. J'ai toujours confiance aux documents. Merci. Je tiens à remercier Bénédicte Savoie et Yann Potin pour m'avoir convié à cet après-midi. Quoiqu'étant conservateur du patrimoine et en charge de la formation des conservateurs, je reconnais ne pas être un spécialiste des objets, ma propre pratique du patrimoine m'ayant conduit plutôt tantôt vers les monuments et puis surtout vers une expérience sur laquelle je reviendrai, qui est celle de la politique du patrimoine culturel immatériel et qui, aux différentes questions de restauration, de restitution ou de relation aux détenteurs, apporte, je pense, un contrepoint stimulant. On pourrait dire que l'art du métier de conservateur est tout à la fois de parler à la place du patrimoine et aussi de faire parler le patrimoine à sa place. C'est autour de cette relation un petit peu d'osmose à l'objet que je voudrais construire le premier temps de mon propos devant vous aujourd'hui. Une relation qui est extrêmement forte, qui est extrêmement intime, qui se noue entre le conservateur et l'objet lorsque celui-ci perd sa valeur d'usage, acquiert sa valeur d'objet patrimonial, et où il accède d'une certaine manière à ce que Michel de Certeau appelait la beauté du mort. Face à cette beauté du mort, il faut un artiste, il faut un marionnettiste, il faut quelqu'un qui saura le faire parler, qui saura lui donner l'illusion de la vie et qui saura parler à sa place aussi. Une grande partie des techniques et des savoirs de la conservation sont fondés autour de cette notion de discours que l'objet va reconstruire, derrière lequel le conservateur va s'effacer, et finalement c'est l'objet qui va porter le discours. Les techniques de la restauration du patrimoine procèdent d'une certaine manière aussi de cette logique. Ici, c'est carrément à une clinique, à une autopsie du patrimoine qu'on nous convie, et de même qu'un sujet de dissection va parler, va dire des choses, le restaurateur, par l'analyse stratigraphique, va faire parler également l'objet. Une institution comme l'INP, comme l'Institut national du patrimoine en France, mais c'est aussi la mission des formations universitaires dans ce domaine ou des dispositifs similaires, parfois plus fondés sur l'appréhension pragmatique, comme c'est le cas en Allemagne avec le volontariat. Les formations qui existent, pour une bonne part, tournent autour de cette question de la mise en discours de l'objet et de la capacité à le faire parler. Les modules de médiation, diffusion, valorisation du patrimoine sont d'ailleurs auprès des futurs conservateurs les modules qui font l'objet de l'attention la plus sourcilleuse et des critiques parfois les plus vives vis-à-vis de la direction, tant il est sensible que c'est autour de ces questions que se joue un point nodal. Alors faire parler, oui, mais pour quel discours et pour quel discours politique surtout? Si dans la tradition et historiquement, l'attribution de la valeur patrimoniale se ramène toujours à une sensation d'esthétique, à une sensation de rapport à la beauté, de multiples couches discursives se sont superposées, surajoutées à cette émotion première, à ce rapport esthétique premier. Discours d'attribution et de valorisation nationaliste, discours universaliste aussi, du musée pour tous et pour tout le monde, et de plus en plus souvent, en France, sur le patrimoine en général, mais les musées n'y sont pas étrangers depuis une trentaine d'années, discours sur le patrimoine comme facteur de création et de restauration du lien social. Le conservateur étant, d'une certaine manière, un de ces ingénieurs thérapeutes des maux de la société et devant, par son action, contribuer à restaurer le lien social altéré. Donc, discours politique par lequel on fait parler les objets, mais également par lequel on parle à travers eux. De fait, c'est bien, l'objet étant inanimé, le conservateur qui parle derrière l'objet.
Il parle avec cette ambiguïté du scientifique qui est un savant d'État, qui tiendra un discours qui ne sera jamais purement celui de la science, mais qui ne sera jamais purement celui de l'État. S'il est commissaire d'exposition, c'est le nom de l'institution qui sera cité en premier et non le sien. S'il dirige le catalogue, c'est l'éditeur scientifique qui sera prioritairement référencé dans la notice bibliographique de la Bibliothèque nationale et non le sien. Et ainsi, il a ce statut particulier du savant qui tient son autorité pour partie de l'État et qui, à ce titre, peut toujours être suspect de tenir aussi un discours politique qui est un discours d'État. Relation osmotique donc à l'objet, mais quid pour le conservateur de la relation au détenteur alors? Dans le contexte de l'acquisition, dans le contexte du don qu'on rencontre fréquemment en archives, dans le contexte de la mise en dépôt, la relation est souvent contractuelle, elle est la plupart du temps amicale, elle n'est pas conflictuelle. Elle peut parfois être qualifiée d'insuffisante, et alors c'est la teneur même du discours qui en pâtit. Lorsque, par exemple, au titre de l'exaucement de la valeur esthétique d'une œuvre architecturale, mais aussi de la restauration du lien social, on appose sur un HLM tel que les Courtilières à Pantin ou la Grande Borne à Grigny une plaque l'identifiant comme un label patrimoine du XXe siècle. Par cette petite plaque, on ouvre comme une bouche dans la façade du bâtiment pour lui faire dire « tu es un bâtiment modeste, construit pour des gens modestes, mais tu fais partie du patrimoine et à travers toi, ceux qui habitent ici participent aussi du lien social à la nation. » Pour autant, si les détenteurs et les propriétaires n'ont pas été consultés, le risque est fort que l'impact soit faible et que le message reste inaudible. Dans les contextes violents qui sont ceux des restitutions, qui sont ceux des spoliations, la relation au détenteur devient conflictuelle, devient violente. Le conservateur, prenons ici sa défense sans corporatisme, est souvent montré du doigt dans ces questions. Il y a 20 ans, Jean-Michel Legnaud écrivait à propos des archivistes et à propos d'une affaire qui touchait aussi à la question de la détention. Il s'agissait du fichier juif. Faut-il se méfier des archivistes ? Il était temps pour eux de rendre des comptes à la société. Dans ce contexte, ce qui se joue pour le conservateur, qui est habitué à ce rapport osmotique à l'objet, et à sa mission de transmetteur et de vecteur de lien social, ce n'est pas seulement la crainte de la dépossession partielle d'une collection qu'il aurait faite sienne et dont il serait en quelque sorte le propriétaire sans fortune. C'est bien une faille dans sa relation à la déontologie du métier, à son positionnement au sein de la société et à sa mission en tant que scientifique d'État qui est posée. D'où le caractère aigu et parfois aussi le mutisme ou l'embarras de l'administration à répondre à ces questions. Peut-on inventer par la négociation un autre modèle ? Sans vouloir en tirer des conclusions, l'exemple du patrimoine culturel immatériel sur lequel j'ai eu à travailler pendant presque 10 ans ouvre peut-être quelques pistes de réflexion. Je reviens rapidement sur la genèse de cette convention portée par l'UNESCO à partir de 2003, approuvée par la France et aujourd'hui par plus de 150 pays à travers le monde, qui fait sortir le patrimoine de l'objet, littéralement, pour l'incarner, pour l'incorporer en des personnes qui dès lors sont identifiées comme étant non seulement les légitimes détentrices de ce patrimoine, mais aussi, et peut-être surtout, ce qui met le conservateur le plus en délicatesse, ses premières et plus légitimes exégètes. Le statut de l'objet, dans le patrimoine culturel immatériel, redevient négligeable, contingent. Il est renvoyé en quelque sorte à sa valeur d'usage. Ce qui compte, c'est la performance, c'est l'expérience sensible, c'est l'interprète du chant, c'est le joueur de biniou, de cornemuse, c'est le poète du Latium qui improvise à partir d'un thème.
L'objet, s'il est cassé, s'il est usé, on en change. Il n'a plus en soi de valeur patrimoniale. Mais ce qui compte surtout, c'est que dans le patrimoine culturel immatériel, désormais, c'est le détenteur qui prend la parole. Il n'y a plus d'artiste marionnettiste. Il n'y a plus de savant conservateur qui fera parler le patrimoine à sa place et qui, à travers lui, parlera. Cela induit toute une série, tout d'abord, de repositionnements pour le détenteur, qui se voit investi souvent d'une mission ou d'une position à laquelle il n'est pas habitué. Ce qui va l'amener, par exemple, à demander au conservateur conseil sur la manière de faire. Cela ouvre également tout un espace de dialogue et de discussion particulièrement fertile pour ce que certains anthropologues ont étudié. Je pense par exemple à Jean-Louis Tornator à propos des hauts fourneaux de la vallée de la Finche, en termes de résistance à la patrimonialisation. Désormais, face à l'expertise savante qui dit ceci est patrimoine parce que valeur esthétique, valeur archéologique, valeur éventuellement ethnologique, se dessine un collectif qui pourra dire oui, nous nous reconnaissons comme patrimoine, mais peut-être que nous nous passons très bien des instances officielles, des classements et de labellisation. Avec une collègue et amie, je l'ai expérimenté de manière assez douloureuse lorsque, en 2006, j'avais à connaître d'un projet d'inscription de la Grande Troménie de Locronan sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Certains habitants de Locronan étaient pour, beaucoup d'autres étaient contre. Le soir, dans la salle des fêtes, il y avait 100 personnes, le vicaire du diocèse, le sous-préfet de Quimperlé, le représentant du grand druide de Bretagne et le grand druide en personne qui ne s'exprimait pas, observant une prudente réserve. Avec ma collègue, nous nous sommes fait poliment lyncher et on nous a fait comprendre que ce patrimoine était leur affaire et que nous n'avions pas à mettre notre nez dedans. C'est aussi, bien entendu, plus fondamentalement, la question de la crise de l'expertise savante qui se joue autour de cela, et du discours que désormais le conservateur peut ou non se croire autorisé à tenir. C'était ces quelques réflexions que je voulais partager avec vous, qui sont pour moi du passé, parce que maintenant je suis retourné aux objets et à ceux qui les servent, les gardent et les font parler. Merci.